L'information de 23 heures sur RTI. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Saison des pluies et ses conséquences, inondations en Côte d'Ivoire, des zones de la ville de Grand-Bassam sous les eaux, dégâts matériels, familles sinistrées. Les ministres Vagondo, Diomandé et Boaké Fofana font le constat des sites touchés. Le point dans ce journal. Nous ouvrons aussi le dossier politique sur les élections locales de septembre prochain. Les trois grands partis s'apprêtent à présenter leur meilleur programme aux populations après avoir mis en avant les représentants de ces élections. La CEI, après le contentieux de la liste électorale, est prête à recevoir les dossiers des candidatures. Tout un processus sur lequel revient le service politique. Et puis à l'international, l'Allemagne envisage d'accélérer son retrait du Mali à la fin de la mission de l'ONU demandée par Bamako. L'Allemagne avait entériné un retrait d'ici mai 2024, mais la mission est appelée à cesser ses activités dès le 1er juillet pour se concentrer sur son retrait. Bienvenue à tous. La Cour des comptes de la Guinée partage l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat pour le renforcement de capacités entre les institutions supérieures de contrôle, une mission d'échange que la Cour des comptes de la Guinée a entamée depuis lundi dernier ici à Abidjan. Les magistrats de la Guinée ont été reçus par le Conseil d'État, la Cour de cassation et également à la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Le point avec Léon Pro. Face au président Kambali Diomandé de l'institution et ses collaborateurs pour comprendre le fonctionnement de la Cour des comptes, le président de la Cour sœur de Guinée et sa délégation. Entre autres sujets abordés, organisation et management de l'institution, contrôle de l'action publique. Ici expliqué surtout l'audit des projets, l'audit financier et de performance, le jugement des fautes de gestion, le jugement des comptes. Plus que des échanges, un véritable transfert d'expérience de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire à sa sœur de Guinée. Nous avons un an, donc nous avons jugé utile de venir vers la Côte d'Ivoire pour échanger avec ceux de la Côte d'Ivoire, voir qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas. Peut-être que nous pouvons améliorer aussi notre travail. Les institutions supérieures de contrôle sont déjà en réseau au niveau du CREFIAF, c'est-à-dire au niveau africain. Donc, Monsieur le Premier Président Kadouno et moi, nous nous rencontrons régulièrement et il a souhaité venir profiter de l'expérience de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. Cap sur la Cour de cassation, la présidente Chantal Nanaba Camara et le président du Conseil d'État, Patrice Yaoukwakou, reçoivent les hôtes de la Cour des comptes. Les similitudes de mission entre leurs deux institutions et la Cour des comptes abordées. De quoi enrichir en Côte d'Ivoire l'immersion guinéenne. Je retiens que la Cour des comptes de la Côte d'Ivoire a beaucoup d'expérience dans le cadre du résultat de l'exécution des lois des finances, dans le cadre de la déclaration générale de conformité et dans le cadre du rapport d'attestation de performance. La Cour des comptes de Guinée est âgée à peine d'1 an. Son partenariat avec celle de Côte d'Ivoire, donc pour renforcer ses capacités. Les institutions parlementaires, elles aussi, participent au renforcement de la coopération internationale. Et dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Sénat et l'Assemblée nationale ont reçu une délégation du Parlement allemand. La coopération bilatérale entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, la formation professionnelle, l'intégration des jeunes dans le tissu économique et également la protection des forêts sont entre autres les mobiles de cette mission parlementaire allemande en terre ivoirienne. Le point avec Laure Goretti et Herman Kévé. Une délégation du Parlement allemand reçue par le président du Sénat, Aoussoukwa Diojano, en vue d'échanger sur l'avenir de la coopération parlementaire entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont également porté sur le développement, la protection de la forêt, le système de formation professionnelle allemand et l'établissement de rapports de coopération entre les régions allemandes et les régions de Côte d'Ivoire. Les sénateurs qui étaient là avec Monsieur le Président nous ont donné beaucoup d'aperçus sur les activités que l'Allemagne fait ici, mais aussi l'avenir de la coopération entre nos deux pays. Et nous souhaitons que ça continue dans ce domaine-là parce que ce sont des thèmes qui sont très importants dans le futur. Nous avons discuté des questions de coopération bilatérale et nous avons convenu, dans le cadre des activités du Sénat, d'établir des rapports de coopération entre les régions de Côte d'Ivoire
et les Länders qui correspondent aux régions en Allemagne. Nous allons approfondir cela. En matière de formation professionnelle, nous avons près de 5 millions de jeunes qui sont là, sans emploi. Le président de la République a déclaré l'année 2023, année de la jeunesse. L'Allemagne est la bienvenue pour venir prendre sa place dans le cadre de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire avec le ministère de l'Enseignement technique. La délégation du Parlement allemand a été reçue à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par Sidiki Konaté, président du groupe d'amitié parlementaire Côte d'Ivoire-Allemagne. Nous avons retenu de la visite que l'Allemagne a fait un virage positif très important en changeant sa loi sur l'immigration. Ça veut dire que désormais, de jeunes Ivoiriens qui décident d'aller en Allemagne, oui, peuvent aller travailler, mais en ayant déjà réglé toutes leurs procédures ici, parce que la loi a changé en Allemagne. Ce qui est même important, des jeunes Ivoiriens qui vivent déjà en Allemagne ont cette possibilité aujourd'hui de retrouver un type de séjour qu'ils n'auraient jamais pu avoir en dehors de cette loi. Plusieurs autres sujets ont été abordés pour le renforcement de la coopération entre les deux pays qui entretiennent déjà d'excellentes relations bilatérales depuis 6 décennies. L'Allemagne soutient la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et de la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et il y a aussi dans l'actualité ivoirienne ce soutien apporté aux épouses de militaires. Ces femmes réunies en association travaillent à être plus autonomes et prévoient même se lancer dans la production en masse de l'attiqué. C'est une démarche soutenue par le ministre d'État, ministre de la Défense et le général de corps d'armée, le chef d'état-major Lanciné Doumbia. Le point avec Frédéric Oulaï et Didier Nguessa. Ambiance conviviale à la base aérienne de Port-Boué. Une journée de retrouvailles de plus de 2000 épouses de militaires regroupées en association. L'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire, AEMCI, passe en revue la gestion des années précédentes. Avec plus de 43 millions de francs CFA de fonds, la présidente d'honneur de la dite association engage ses consoeurs dans l'autonomisation. Les maris sont tout le temps partis du fait de leur métier qui n'est pas du tout facile. Donc on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce qu'on peut faire face à tout moment à des imprévus. Donc pour la sérénité de nos époux dans leur métier, il faut qu'on soit autonome en vue de faire face aux besoins de la famille. L'Association des femmes des forces armées et celle des gendarmes ont bénéficié d'une aide de 580 millions de francs CFA. Cette aide connaît une hausse de 100 millions de francs CFA octroyée par la première dame de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major a annoncé des dons du ministre d'État, ministre de la Défense, d'un montant de 5 millions de francs CFA. Nous n'avons pas peur au combat de nous battre parce que nous savons que quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Le ministre d'État, le ministre de la Défense, m'a chargé de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Il est conscient que pour que son armée soit bonne, il faut que ceux qui composent son armée soient épanouis. Et pour qu'ils soient épanouis, ça ne peut que venir de vous. L'AEMCI prévoit la construction de leurs sièges en vue de faciliter la prise en charge des membres. Cette rencontre a été marquée par des concours artistiques et humoristiques. Plusieurs artistes étaient de la partie pour apporter une note de gaieté. Et la recherche scientifique bénéficie aussi du soutien des institutions de recherche scientifique suisses. Une coopération que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique souhaite voir renforcée. D'ailleurs, ce jeudi, une convention a été signée entre le Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation et le Fonds national suisse pour la recherche. Hamza Diaby et Zakaria Traoré rapportent les faits. Ce sont les dernières étapes de cette longue visite d'imprégnation du ministre Adama Diawara et de ses collaborateurs. Visite qui a démarré dimanche dernier et qui a conduit la délégation ivoirienne dans plusieurs villes suisses. À Berne, par exemple, elle a pu visiter la DDC, la Direction du développement et de la coopération. À nos frontières, on a 2 pays qui connaissent des situations d'insécurité assez graves. Et ce qui fait qu'on a une partie des populations de ces 2 pays frères qui émigrent en Côte d'Ivoire et nous sommes obligés de les prendre en charge. Donc j'ai demandé à la Suisse de faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire pour l'aider justement
à supporter ce fardeau qui est assez lourd. En ce qui concerne la recherche scientifique, quand une équipe de recherche est choisie pour conduire un projet de recherche donné, à cette équipe de recherche, les SUS associent une entreprise ou un ministère pour la valorisation économique des résultats des travaux de recherche menés. Le Fonds national suisse est la principale institution qui soutient la recherche dans toutes les disciplines académiques, de la physique à la médecine en passant par la sociologie. Le FNS a ouvert ses portes aux Ivoiriens. Nous venons de signer une convention avec le Fonds national suisse, qui est l'un des fonds les plus performants au monde. Nous sommes honorés en tant qu'Ivoiriens d'être associés à un fonds de cette envergure. Et ce protocole d'accord porte sur un certain nombre d'activités qui seront menées. Je citerai notamment le renforcement des capacités des dirigeants du FONSTI, l'échange d'expériences en matière d'évaluation des projets soumis à financement, de suivi et évaluation des projets financés et du lancement des programmes de recherche thématiques, tout comme l'internationalisation du FONSTI et le partage d'informations sur les opportunités de financement de la recherche. Puis, la mission se rend pour finir à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui, avec ses 450 laboratoires et groupes de recherche, se concentre sur 3 missions, l'enseignement, la recherche et l'innovation. Nous sommes très fiers de jouer notre rôle aussi et de pouvoir, on l'espère, inspirer d'autres universités, d'autres systèmes éducatifs. L'année dernière, ils ont listé jusqu'à 4400 publications et en regardant les ratios, ça fait plus d'une publication par professeur et par mois. Vous imaginez un peu. Et deuxièmement, une trentaine de start-up qui sont créées comme j'aurais dit système de valorisation des résultats des recherches qui sont menés à l'EPFL. Et également le fait que l'EPFL est constamment dans le top 20 des meilleures universités à travers le monde. Donc, comme vous voyez, l'EPFL est un véritable pôle d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dont nous allons nous inspirer pour améliorer notre dispositif au niveau de la Côte d'Ivoire. Le FONSTI soutient des projets de recherche scientifique et d'innovation de haute qualité susceptibles de bénéficier au développement socio-économique et culturel de Côte d'Ivoire. Et cette visite, conduite par le ministre lui-même, a eu pour but de renforcer la coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et à en croire Adama Diawara, c'est bien mission accomplie. Et pendant ce temps-là, en Côte d'Ivoire, la saison des pluies est bien installée. Les inondations liées aux pluies à Grand-Bassam interpellent. Dégâts matériels et familles sinistrées sont les conséquences des inondations. Les ministres Vagondo, Diomandé et Boaké Fofana se sont rendus sur les lieux. C'est un constat rapporté par Jean-Marc Djadji. La saison des pluies a démarré depuis plus de 2 mois dans le pays. À Grand-Bassam, dans le sud Comoé, l'eau a encore fait des dégâts matériels. Plusieurs quartiers sont touchés, de la cité Gikanga au quartier qui mène à la voie nationale 100, tout est inondé. Difficile pour les habitants de cette cité de circuler librement. Plusieurs familles ont dû abdiquer. C'est le cas d'Aïcha, résidente depuis plus de 8 mois. Chaque matin, elle emprunte cet engin de transport à 3 roues pour voir l'état de sa maison. Et une situation pénible, selon elle. Nous avons de sérieux problèmes. La saison de pluie a créé une inondation dans notre cité. Vraiment, on souhaiterait que l'État se penche sur notre cas et puis qu'il nous vienne en aide. Athanase fait partie des sinistrés. Il dirige la cité Ado depuis des années. Il se déplace dans cette eau pour assurer le suivi des habitations abandonnées par les familles. Aujourd'hui, c'est l'amertume. Les populations sont pratiquement tristes et elles crient vraiment à toutes les autorités pour que très rapidement on puisse nous sortir de ce calvaire que nous vivons. Vraiment, aidez-nous, aidez-nous et aidez-nous. Au vu de cet appel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité et le maire de Grand-Bassam, tous se sont rendus dans les différents quartiers inondés de Grand-Bassam. Botte aux pieds, ils visitent ces quartiers sinistrés. Signe d'espoir pour les riverains. On ne note aucune victime. Bien au contraire, les secours se sont rapidement déployés avec le concours des autorités municipales, des autorités préfectorales et des populations elles-mêmes
Quand je le dis, je pense aux chefs de quartier qui se sont tous mobilisés pour venir en aide à tous ceux dont les maisons ou les quartiers ont été inondés. Des mesures sont prises par le gouvernement pour soulager les populations. Les emprises de tous les ouvrages seront libérées, c'est-à-dire que s'il y a du bâti, des maisons qui ont été construites dans l'emprise des ouvrages, ces maisons seront démolies. Si nos terrains s'arrêtent quelque part, il ne faut pas prendre les 2-3 mètres qui sont au-delà de nos terrains. C'est tout ça qui conduit à des problèmes. Ensuite, le problème tient à l'insuffisance des réseaux de drainage, mais une réponse a été apportée par l'État. Un investissement de près de 8 milliards de francs CFA est en cours d'exécution pour étendre le réseau de drainage des eaux de pluie à Grand Bassam. En attendant la fin de la saison des pluies diluviennes, la ville de Grand Bassam et ses autorités se préparent afin d'être définitivement épargnée par d'éventuelles inondations. Et la vigilance demeure de mise. Et également, cette journée du 29 juin, 6 communes d'Abidjan sont sous surveillance. La vigilance jaune est activée pour les communes de Marcory, Koumassi, Trècheville, Brofo-Doumé, Bingerville et Port-Bouët. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La saison des pluies a démarré depuis fin mars pour une durée de 4 mois. Si elle court jusqu'en juillet, le mois de juin reste la période des pics avec des épisodes pluvieux importants. Afin d'anticiper sur les inondations et préserver la vie des populations, il est bien, la Société de météorologie produit des alertes quotidiennes. Ce jeudi, elle annonce la vigilance jaune sur 6 communes d'Abidjan, Marcory, Koumassi, Trècheville, Brofo-Doumé, Bingerville et Port-Bouët. Cette alerte appelle à plus d'attention du fait de possibles inondations, mais à faible impact. Sur cette journée, avec les régions du sud-est, l'est et le nord-est verront des passages nuageux. En milieu et fin d'après-midi, on aura la formation de solides orageuses accompagnées de pluies sur les régions du nord-ouest et de l'ouest. Les pluies persisteront sur les régions du sud-est et de l'est. Et voilà, restons vigilants et également restons informés avec les points d'information de la Sodexam. Le dossier politique de ce journal nous fait baigner dans l'actualité des élections locales qui se dérouleront au mois de septembre 2023, alors que seront très prochainement reçus les dossiers de candidature à la Commission électorale indépendante. Nous vous proposons un récapitulatif des derniers événements importants autour de ces élections. Voyons ce point de Éric Corré. La période du contentieux sur la liste électorale s'est achevée le 15 juin dernier. Une accalmie est observée après le pic d'effervescence par la publication de la liste électorale. Mais avant cette étape, les partis politiques ont rendu disponible la liste de leurs candidats. La commission centrale également a fait un travail à vérifier, à procéder aux vérifications qu'il fallait sur différentes localités et ensuite tout cela a été soumis au présidium du parti. 201 communes et 31 régions sont à conquérir pour un total de 232 postes. Nous partons gagner, nous partons amener les régions et les différentes communes entre les mains des habitants de Côte d'Ivoire, entre les mains des populations. Je passerai dans les 42 marchés de Yopougon. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui travaillent. Nous allons travailler. Et je vais vous accompagner pour travailler. On n'a qu'à oublier à faire des partis politiques. On n'a qu'à penser à celui qui peut s'occuper de nos enfants. On n'a qu'à penser à celui qui peut nous permettre de nous aider. C'est pas la mairie là, c'est pas parti politique. C'est celui qui peut vous aider là, c'est avec lui que vous marchez. Vous avez compris? Dans tous les cas, comme j'ai dit, on doit faire des choses avant que la campagne arrive. Je vais commencer à vous aider avant que la campagne n'arrive. Comme ça, vous-même, vous allez faire campagne pour moi. C'est au Palais de la Culture de Trècheville que Laurent Gbagbo a présenté ses candidats. Les choix sont toujours compliqués à faire. Les choix sont toujours compliqués à faire et on ne peut pas, pour chaque choix, venir se justifier. Quand il y a beaucoup de candidats,
et que chaque candidat se croit investi du pouvoir divin, c'est un peu compliqué. La compétition est lancée. Un baromètre pour ces partis politiques à l'ouest, à l'est, au centre, au nord et au sud. Le président nous a demandé de gagner. Il nous a motivés, il nous a expliqué les challenges lors des élections. Mais surtout, ce qui était très important, il nous a demandé de calmer le jeu. Dans une élection locale, ce qui compte, il y a le bilan du parti politique, mais il y a l'équation personnelle de l'individu. Quelles sont vos relations avec la population? Quel est votre attachement vis-à-vis de ces populations? Quelle est la redevabilité que vous devez à ces populations? C'est tous ces ensembles de valeurs de proximité vis-à-vis de la population qui déterminent le choix de l'électeur. Les élus locaux sont les responsables politiques de proximité. Ils vivent le quotidien des populations. Ils ont cet avantage de savoir les orientations, les programmes politiques nationaux. Ces élections locales sont préparées activement et chaque parti politique joue sa part. Je prépare ces élections vraiment dans le calme et la sérénité. Cela n'empêche pas le dynamisme des équipes autour de moi. Je suis fille d'Agnaman, je suis née à Agnaman, j'ai grandi à Agnaman, donc je connais Agnaman. Je me suis portée candidate non pas pour moi, mais pour la ville et la population. Nous sommes prêts à aller au combat. Le président Laurent Gbagbo a demandé à appeler à l'unité. Les candidats qui n'ont pas été retenus doivent rejoindre l'équipe, doivent être sur la liste, pour qu'ensemble nous puissions mener ce combat et nous puissions remporter cette victoire au soir du 2 septembre 2023. Nous sommes en contact avec la population, nous travaillons dans la base, nous visitons les familles. Il ne se passe pas un seul week-end où nous ne menons pas d'activités dans notre circonscription. Nous pensons que nous avons de belles chances pour gagner vraiment ces élections. Dans certaines régions ou communes, on pourrait parler de duel de titans. Moi, je suis passé dans beaucoup de campements où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de forage. Aujourd'hui, c'est avec grande joie, lorsque je sillonne la région de l'Île-du-Bois, que je trouve de gros villages. Tous les villages, en tant que villages, sont électrifiés, mais aussi de nombreux gros campements qui sont électrifiés. C'est vraiment ça le développement. Je pars de façon sereine et puis je me dis, allons-y, le travail ne manque jamais. On n'a jamais fini de faire ce qu'on a à faire. On n'a jamais fini de travailler. On essaie d'améliorer et c'est ceux qui ne font rien qui ne peuvent pas changer ou améliorer. Donc je me dis que oui, peut-être que j'ai fait des choses que les gens n'ont pas compris ou n'ont pas vu, mais ils verront par la suite que le travail que j'ai fait, c'est pour l'intérêt et dans l'intérêt des administrés de Cobody. Les élections locales permettront aux populations de choisir le 2 septembre prochain leur candidat. Et voilà, la compétition électorale est donc lancée. Le RHDP annonce ses couleurs avec ses candidats prévus pour la région du Béret. On le voit dans ce élément rapporté par Kader Sokotoko. Félix Anoblé, chef de mission pour la présentation des candidats du RHDP de la région du Béret, et le secrétaire exécutif de ce parti, le ministre Cissé Bakongo, sont accueillis par les militants de leur parti à Mankono. La liste des candidats de la région du Béret pour les élections locales est dévoilée. Sarala, Bamba Sendou, Kounaïri, Gérard Benjamin Bomisso, Kone Afouchata Adiara, Teningwe avec Amadou Kamagate, Bamba Abou Akongasso, Namori Sissé à Mankono et enfin Moussa Dosso pour le conseil régional du Béret. Oui, monsieur le ministre, chers frères, au regard de l'immense travail de développement abattu dans la région du Béret par notre président bien-aimé, nous vous disons avec raison que la région du Béret, au soir du 2 septembre 2023, est et restera un bastion du RHDP, notre grand parti. Le chef de mission, Félix Anoblé, encourage les candidats à promouvoir l'union et la cohésion. Vous ne devez pas et vous n'avez pas le droit d'écarter qui que ce soit. Vous avez l'obligation de tendre la main à tous ceux qui ont voulu être candidats et qu'on n'a pas choisi et qu'on vous a choisi à leur défaveur. Vous devez les prendre avec vous.
Depuis Mankono, chef-lieu de la région du Béré, Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, lance un message qui n'a point besoin d'être traduit. La compréhension est à la portée de tous. Le RHDP dit que c'est lui qui est notre photographe. Et puis un jour, il se retourne contre nous. Lui, on va le garder. Non, on va le garder. Donc, il n'y a pas de photographe dans le monde. Tous ceux qui vont être en face, ils vont nous sentir. Tous ceux qui vont être en face, et qui se disaient, ou qui continuent de se dire, militants de RHDP, moi je dis que ce sont des escrocs politiques. Les dossiers des candidats retenus par le RHDP seront acheminés à la Commission électorale indépendante, CEI, qui a le dernier mot. Et dans la région du Hambol, c'est une liste de 12 candidats que présentera le RHDP pour ces prochaines élections locales, tant pour les municipales que pour les régionales. Et les militants et candidats ont reçu les consignes de la direction du parti à l'occasion d'une cérémonie présidée par les responsables locaux du RHDP. Ils ont reçu la consigne d'être disciplinés au sein du parti et également d'élaborer des listes inclusives. Soro Corona. Terrain de Bambarasso, dans la commune de Dabakala. Plus de 3000 militants et sympathisants du RHDP. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, rassemblés pour la présentation des candidats du parti aux élections locales du 2 septembre prochain. Khalil Ibrahim Konaté et Fétigué Ouattara sont les porte-étendards du RHDP aux élections régionales et municipales. Ce rassemblement pour remobiliser les militants pour une victoire écrasante du RHDP. Les responsables des différentes structures du parti s'engagent à travailler afin de quadriller tout le département de Dabakala. Électrification de tous les villages, construction d'écoles primaires, de collèges de proximité, de centres de santé, amélioration de l'accès à l'eau potable, des infrastructures qui ont changé les conditions de vie des populations et qui militent également en faveur des candidats du RHDP. Quand vous rentrez aujourd'hui à Dabakala, vous voyez aisément que la problématique de l'eau est en train d'être traitée avec efficacité. La région du Hambol aujourd'hui, c'est des écoles primaires à profusion partout. Voilà pourquoi nous demandons aux populations de nous donner le cutis pour qu'on continue. Parce que nous-mêmes, nous devons donner le cutis au RHDP qui est en train de mener une action forte de développement. Dans la région du Hambol, ils sont 12 candidats à défendre les couleurs du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Et voilà donc les partis qui s'apprêtent à la compétition électorale de septembre prochain. Le Tangpi Nidalé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, un événement pour la promotion de l'art et de la culture d'An. Pour la prochaine édition, qui en est d'ailleurs la 6e, la région du Tangpi présentera ses atouts culturels et touristiques à ses invités et spécialement au peuple de l'Agné-Bitsiassa. Le lancement de l'événement est rapporté par Jean-Marc Djadji. Des troupes de danse et de masques du peuple d'An en pleine exécution de leur savoir-faire. Voici un aperçu de la 6e édition du Tangpi Nidalé, Festival des arts et de la culture d'An qui se tiendra du 13 au 17 décembre 2023 dans la ville de Mans, chef-lieu de région du Tangpi. L'innovation, l'Agné-Bitsiassa est invité spécial. Abdallah Mabri-Touakeus, président du festival, veut faire de cette célébration un facteur de cohésion sociale et de paix. Mon dernier appel sera à celui du rassemblement, le rassemblement de tous les fils et de toutes les filles du Tangpi, le soutien des fils et filles du Guémon, du Kabali, du Bafing qui partagent cet espace avec nous. Tous ensemble, nous démontrerons que nous avons des ressorts nécessaires pour la promotion de l'économie locale, pour la création d'emplois à travers la culture et le tourisme. Le Tangpi Nidalé 2023 sera un moment de brassage de la culture et du tourisme. Le peuple d'An en impose par son génie. Le génie dans le tissage, le génie dans le masque. Ce peuple est légataire des riches testaments culturels et touristiques. Les fruits de vos durs labeurs permettent à cette belle région d'aller toujours de l'avant et que ce festival va devenir une institution pour notre pays
vous soyez reconnus et salués à votre juste valeur. Expositions, défilés de mode, concours de beauté et art culinaire dents sont au programme de ces 4 journées de fête. Ce sont environ plus de 300 000 festivaliers qui sont attendus dans la coquette ville demain. Et le point d'actualité hors de chez nous, l'Allemagne envisage d'accélérer son retrait du Mali à la fin de la mission de l'ONU demandée par Bamako, mais dont le calendrier n'a pas encore été arrêté. Berlin a déployé, on le rappelle, 1 millier de soldats au Mali, principalement stationnés près de la ville de Gao, dans le nord du pays, où leur tâche principale consiste à effectuer des reconnaissances pour la MINUSMA. Il y a un mois, l'Allemagne avait entériné un retrait d'ici mai 2024, estimant que des conditions n'étaient plus réunies pour continuer à participer à la mission onusienne que le pays a rejoint en 2013. Une décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin en fin 2022. Et toutefois, le ministre allemand de la Défense rassure que ce retrait se fera de manière ordonnée dans la ligne droite du retrait de la force onusienne. La mission allemande est appelée à cesser toutefois ses activités dès le 1er juillet pour se concentrer sur son retrait. C'est le dernier point de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI1.